Alors, j'aimerais dire bonjour à nos centaines d'amis qui sont déjà sur ce live. Euh, je l'appelle ce live ironiquement la franchise fréquence parce que il est l'heure d'être franc. Et, et cette franchise, vous ne connaissez bien avec cette franchise, que ce soit Jacques Léois, Tamba Zakari ou moi-même, qu'on aime nos opinions ou pas, que vous-même vous aimiez nos opinions ou pas, vous savez que nous avons toujours la franchise d'exprimer ce que nous pensons. Et, et je pense qu'il est quand même temps, euh, compte tenu de tout ce qui se passe actuellement, autour de la presse, autour des hommes de médias que nous sommes, de tenter de faire la lumière. Parce que il y a 2 jours, euh, des commissaires de la Haute Autorité de la Communication ont fait une sortie que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, sortie essentiellement au cours de laquelle ils ont révélé entre griffes que des patrons de médias, d'ailleurs, ils n'ont pas dit des, ils ont dit tous les patrons, et spécifiquement ceux qui ont reçu, ceux dont les médias ont été fermés, ils ont dit que ces patrons ont tous reçu de l'argent pour, voilà, pour euh, accompagner la présidence de la République. On essaie sur quel projet et que, in fine, ils n'auraient pas du tout respecté cet engagement. Il faut rappeler que cette idée a été subrepticement d'abord soufflée par le Premier ministre, Monsieur Amadou Liba, qui avait laissé entendre, il vous souviendra, il y a 3 semaines environ, que le président ferait du bien à plusieurs hommes de médias, mais qui ne le lui rendrait pas bien, et qui peut-être expliquerait ou justifierait la fermeture de nos médias. Donc, à ce stade, nous nous disons que, étant journalistes, les accusations portées contre nos personnes et nos patrons, mais l'ensemble de la corporation, exigent que nous nous mettions à nu devant vous. Qu'ensemble, on essaye d'analyser la situation, qu'ensemble, on essaye d'y voir clair. Parce qu'aujourd'hui, on tente de jeter l'opprobre sur tous les hommes de médias que nous sommes. Est-ce qu'il y a également une liste à la présidence de la République que des journalistes, comme ils le disent, des chroniqueurs d'émissions de grande écoute de nos 3 médias émargeraient à la fin de chaque mois pour avoir de l'argent? Ensemble, il faudrait bien qu'on réfléchisse à tout cela. Et Tamba Zakari, j'aimerais te donner la parole d'abord pour faire un tour d'horizon, parce que déjà, le temps que Jacques règle ses problèmes, parce que hier, après vos premières réactions, la haute autorité de la communication s'est faite voir. On l'a tous suivi, les 2 décisions de la haute autorité de la communication qui ont été lues à la RTG comme un décret. Est-ce que pour ceux qui n'ont pas suivi cette actualité, tu veux bien revenir sur tous ces contours et pourtours de l'actualité qui nous met ensemble ce matin? Très bien. Mara, merci de me donner la parole. Bonjour à tous ceux qui sont avec nous. Bonjour à vous tous. Bonjour également à vous toutes. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. On t'entend. Ouais. Non, en fait, c'est des gens qui essaient d'appeler en même temps et ça coupe. Mais là, je crois que c'est bon. Accès guidé, c'est mieux de l'activer sur ton téléphone, comme je te l'ai dit. Oui, je referai ça. Alors, voici un peu ce qui se passe. Je crois que c'est avant-hier que 2 commissaires de la HAC, se retrouvant à Cancan, donc en Haute-Guinée, dans une mission de l'institution, donc en mission officielle de la HAC, ont rencontré des journalistes de cette localité. Le discours, première grande particularité de ce discours-là,
c'est qu'il il paraissait s'adresser à une frange particulière avec une alternance entre du français et du malinké, avec une allusion claire qu'on s'adressait à une communauté proche des commissaires qui étaient présents et à qui on voulait s'adresser à cœur ouvert. Nous avons donc tous suivi cette vidéo de nos deux commissaires, Bienay Diaby et puis notre doyen. Notre doyen, au passage, que j'ai toujours trouvé très courtois, en tout cas vis-à-vis de moi. Et je crois vis-à-vis de tous mes collègues qui sont ici, je le dis pour ceux qui nous suivent, lorsque vous le rencontrez, lorsqu'il vous parle, lorsqu'il échange avec vous, vous avez en face de vous un homme affable, courtois. Et c'est donc le plus grand choc que nous avons eu, que nous avons éprouvé en l'entendant aux côtés de Diéné, laisser la dame nous flécheter, nous lancer ses dards, comme vous avez pu voir. Mais on reviendra sur lui parce que lui, tout comme la dame, a porté un propos d'une certaine gravité. On reviendra là-dessus. Revenons donc à leurs propos. Ils disaient trois grandes choses, globalement. Il faut préciser qu'ils le disaient en tant que commissaire en mission officielle de la Haute Autorité de la Communication. Alors, ils ont expliqué que des patrons de médias, en particulier des trois médias qui ont vu leur agrément retiré, ont convenu d'un accord, je l'ai dit hier, nauséeux avec le président de la République, accord au terme duquel il recevait de l'argent. Elle a parlé de 300 à 100 000 $, 100 000 euros par moment. Et en contrepartie desquels, donc en contrepartie de ces montants, ces patrons-là devaient porter un discours favorable au président de la République, au président de la transition. C'est la première chose que la dame dit. Et elle va enchaîner que le président ayant constatant donc que les patrons n'ont pas tenu parole, ils n'ont pas respecté leur part de l'engagement, il prendrait donc sur lui la décision de leur retirer leurs agréments aux grandes dames des populations. Mohamed Mara, Jacques, j'ai envie quand même de préciser à nos auditeurs que rien que Joma, le groupe Joma, c'est 615 emplois directs. Absolument. Rien que le groupe Joma. 615 emplois directs. Adafo Média, c'est un peu plus de 300 emplois directs. 400, environ 430. 430 emplois directs pour Adafo Média. FIM, donc le groupe Fréquence Média, c'est aussi quelque chose dans le genre. Vous êtes au bas mot à 1200 emplois directs. 1200 emplois directs au bas mot perdus dans cette histoire. Donc, la dame dit qu'elle n'a pas de combien de radios? J'aimerais bien que tu reviennes là-dessus parce qu'ils disent toujours qu'il y a 3 radios. Voilà, on nous dit toujours que c'est il y a 3 radios et 3 antennes relais pour l'ensemble des 3 groupes. Croyez-nous, ces 3 groupes qui ont été suspendus comptabilisent à eux seuls au moins 80% des emplois dans le secteur de la presse en Guinée, la presse privée. Et donc, quand on parle de nous, comme de petits groupes qu'on aurait, qui en font trop, donc qu'on aurait simplement suspendus et qui en font trop, comprenez qu'il n'en est rien. C'est l'essentiel des emplois dans la presse privée en Guinée qui est affecté. Première chose. Deuxième chose que la dame dit, c'est que ces gens-là sont prêts à tout pour préserver leur pouvoir. Elle parle au nom de la HAC. N'oubliez pas ce détail. Tous les deux parlent au nom de la HAC. Et que ces gens, pour préserver leur pouvoir, seraient prêts même à égorger. On a dit détacher la tête du cou hier, pour vous dire ce qu'il en est. C'est une commissaire d'une institution, si vous voulez, de la prestance de la HAC qui dit ça. Ça, c'est une deuxième chose qu'elle dit. Une troisième chose que finalement le monsieur dit, et je reviens là-dessus, c'est de dire que ces gens-là ne se préoccupent pas de la loi. La loi ne compte pas, c'est la force qui compte. Mettez sous éteignoir vos opinions, vos positions. Jacques, il faudra réactiver ton micro le moment venu. Donc, mettez sous éteignoir vos opinions,
le temps de finir la transition. Derrière, vous pourrez revenir. En clair, l'institution qui va nous garantir la liberté de la presse en Guinée, par les lois et les instruments qui sont les siens, cette institution dit, journalistes, n'ayez pas d'opinion libre. Évitez d'en avoir, pour le coup, si celles-ci vont contre les intérêts du pouvoir. C'est cette institution qui dit ça par la bouche du commissaire. Je ne sais pas si, si je traduis bien un peu ce qui est en train de se dire. Donc, ne parlez pas tant que ça risque de les énerver, parce qu'eux, ils ne connaissent pas la loi. Compromettez-vous, si vous voulez, aplatissez-vous, alignez-vous sur ce desiderata du CNRD, n'ayez pas d'opinion qui fâche jusqu'à ce que la transition finisse. Ces commissaires, à Cancan, au nom de la HAC, ont donc dit ça. Et comme vous avez vu, ça fait grand bruit. Des réactions à présent. Ils ont dit d'autres choses, on reviendra dessus. Mais ce sont les 3 choses essentielles qu'on relève déjà. Des réactions à présent. Très vite, nous avons échangé avec nos patrons. Les patrons des médias, très remontés contre ces sorties, ont dit « il faut porter plainte ». Nous avons commis nos avocats à la tâche. Certainement, tout va être engagé ce matin, aujourd'hui, en tout cas. Et nos patrons se sont fendus d'une déclaration que vous avez vue, dans laquelle ils disent 2 choses en gros. Vous avez des listes, vous dites que nous émergeons, publiez-les. Deuxième chose que l'on dit, au-delà des condamnations, c'est de dire que nous portons plainte. Nous portons plainte et nous aimerions laver notre honneur. Parce que, et nous les employés, et vous les auditeurs, vous attendez des explications, vous attendez la lumière de la part des patrons. Les patrons ont donc fait cela. Nous, de notre côté, en tant que, bon, au-delà des patrons, il y a le SPPG, le syndicat des professionnels de la presse guinéenne, Sékou Djamal Pandessa, vous le connaissez. Donc, le SPPG a également pris une déclaration dans laquelle elle condamne ce qui a été dit, dans laquelle elle encourage, elle exhorte nos commissaires à diffuser comment on appelle les listes, les fameuses listes, mais déclaration dans laquelle aussi le SPPG fait cas de menaces récurrentes à l'endroit des journalistes globalement, mais en particulier à l'endroit du secrétaire général de ce syndicat qui a échappé encore il y a peu à un enlèvement. Donc, il y a cette vague de réactions. Bon, les professionnels de la presse, l'Urtelgui, bon, je ne vais pas parler d'eux, parce que eux-mêmes, bon, je ne vais pas parler d'eux. On va revenir à ce que nous avons dit de notre côté. Nous, dans le live que nous avons eu à 3, nous sommes encore là, le trio, les 3 mousquetaires. Donc, dans le live que nous avons eu à 3, on a félicité cette dame, on lui a dit merci. Et on a mis en lumière une vérité. C'est avec ça que je vais terminer, Mara, pour vous rendre la parole. Alors, ce qui se passe, c'est que nous avons dit, nous avons expliqué que ce que la dame dit, en fait, c'est qu'elle vient renforcer ce que nous avons dit, notre discours du début, et elle vient mettre en lumière ce qui se passe aussi bien au CNRD, mais aussi dans la tête de la haute autorité de la communication. Vous qui nous écoutez, sachez-le, ce discours-là, on l'a déjà entendu. Les patrons sont corrompus, les chroniqueurs sont corrompus. Ce n'est pas nouveau. On l'a entendu, y compris à la HAC. Oui. Marat, tu te souviens lorsqu'on parlait du cas Charles Wright, oui. On a, bon, avec toute la courtoisie qu'on a voulu avoir vis-à-vis de nos aînés, on a dû à un certain moment lever le ton. Absolument. Et pour leur dire, mais attendez, vous êtes là pourquoi? Vous faites quel jeu? Vous êtes là pour Charles ou vous êtes là pour défendre le droit et la liberté de presse? Alors, donc, ça s'est fait de cette façon-là. Ça ne m'a pas surpris en vérité, ça ne m'a pas surpris parce que ça ne nous a pas surpris parce que nous avons l'habitude d'entendre ça. Ils sont corrompus, ils sont corrompus, ils sont corrompus. Et donc là, elle nous a offert
une mine d'informations, mais précieuses, où elle explique clairement que, en fait, ça n'a rien à voir avec le retrait de nos agréments, n'avait rien à voir avec une question de sécurité nationale, ça n'avait rien à voir avec un défaut d'observance de notre cahier de charges, ça n'avait rien à voir avec des propos injurieux vis-à-vis du président de la République. Il se trouvait tout bonnement que, d'après la haute autorité de la communication, le président espérait, par des gestes qu'il aurait faits à l'endroit de nos patrons, que ceux-ci développent une certaine connivence vis-à-vis de lui, de la complaisance, et qu'ils s'accommodent d'abus qui adviendraient par le fait de l'action publique portée par le CNRD et son président. Donc, nous avons relevé cela et nous avons quand même questionné la responsabilité de la HAC. Au sortir de ce live, nous avons appelé la présidence quand même à réagir, parce que le premier magistrat de la République est donc présenté comme quelqu'un qui corrompt la presse et qui souhaite éteindre toutes les voix dissonantes, propos encore une fois d'une commissaire mue justement par l'image du président, de l'institution. On a demandé cela. À la HAC, on disait, mais ce serait encore beaucoup de chance de vous voir rester en poste après ce que vous avez fait au CNRD. Vous savez comment ils sont. Et patatras, on finit ce live-là. C'est donc le dernier bout de mon propos. On finit ce live. Il y a un communiqué appuyé par une décision. Le communiqué dit que nous sommes sur... C'est la HAC, hein, c'est un communiqué de la HAC qui dit que l'institution est surprise et elle regrette, mais sérieusement, elle regrette profondément que ces commissaires se soient prêtés à un tel jeu dangereux. Et elle précise que la communication de ces commissaires n'engage qu'eux et pas l'institution. Bon, c'est quand même toujours très facile, hein. Quand on sait ce qui nous a été dit à la HAC là-bas, la communication de la dame n'a fait que confirmer ce qui nous a été dit à la HAC et ses positions depuis le début de la crise. Donc, se défausser de cette façon-là, ça ne va pas passer. Et donc, la haute autorité de la communication va décider. Il faut surtout préciser que la haute autorité de la communication parle de diffamation contre, en tout cas à l'égard de nos groupes de presse, mais aussi des plus hautes autorités du pays. Alors, c'est donc carrément de diffamation. Très bien. C'est donc cela, c'est donc ce qui va se faire, c'est ce que la HAC va écrire. Mais en plus de lâcher ainsi ses commissaires, la HAC décide de suspendre ses commissaires pour faute grave. Jusqu'à quand, on n'en sait rien. Mais après le drame causé par cette sortie-là, ça me surprendrait que ce délai de suspension s'écourte rapidement. Et donc, ils sont aussi à la fois suspendus donc de la HAC, ils sont interdits d'accès à la HAC. Et sachez-le, la mission a été écourtée par l'institution après cette sortie-là. On leur a demandé de rejoindre Conakry et ils n'ont même pas eu accès aux locaux de la HAC parce que la HAC, ces locaux-là leur sont interdits. Ce qu'on m'apprend, c'est que même leurs primes et leurs salaires pour les prestations passées, ils ne les auront pas, en tout cas pour l'instant. Wow. Donc, c'est un peu ce que nous apprenons. Mais qu'en est-il? Je n'ai pas pu vérifier, mais c'est ce que nous avons. Je dis en définitive, avant de vous rendre la parole, Mara, Jacques, que je crois personnellement que la HAC n'aurait pas pris cette décision aussi vite. Justement, je vais me permettre de donner la parole à Jacques là-dessus. Je reviendrai à toi tout à l'heure. Voici un peu le tour, mon cher Mara, voici un peu le tour à vous tous qui nous écoutez ce matin. Justement. Alors, Jacques, avec Zachary, on a fait le tour d'horizon pendant que tu te débattais avec ta connexion. Tout à l'heure, un internaute nous disait que Tamba a aspiré le peu de données qu'il y avait à laver, d'où tes problèmes de connexion. Oui. Mais Jacques, j'imagine que tu as déjà lu les deux décisions de la haute autorité de la communication. Avant de parler du fond, d'abord, est-ce que tu n'es pas un peu surpris par la célérité avec laquelle cette décision a été prise? Habituellement, c'est le mercredi que se tiennent les plénières de la haute autorité de la communication.
Oui. Alors, déjà, une plénière, on a l'impression qu'elle a été, bon, même pas l'impression, c'est une plénière déjà extraordinaire tout de suite. Et ensuite, des sanctions sont prises immédiatement. Les commissaires disent dans un premier temps, nous nous désolidarisons, nous ne nous reconnaissons pas dans ces propos. Et derrière, le président de la haute autorité de la communication qui prend des sanctions administratives, mais bizarrement qui s'appuient sur des qualifications normalement qui devraient être invoquées ailleurs. D'abord, sur la question de la célérité. Est-ce que cela suscite une réaction particulière chez toi? Oui. D'abord, quand ces communications ont été faites, j'ai eu un premier sentiment. C'est-à-dire que la haute autorité de la communication, qui dès le début de cette crise a été sollicitée par nous à l'effet d'obtenir une solution viable, qui ne s'est pas bougée parce qu'elle a fait montre de, disons, elle a dit clairement qu'elle n'était pas en capacité de nous rétablir dans nos droits depuis le retrait de nos chaînes de télévision des bouquets. Et donc, quand j'ai entendu la dame et le commissaire, alors que lorsque nos agréments ont été retirés, nous avions la possibilité d'aller directement à la Cour suprême, mais nous avons dit il faut encore revenir vers les institutions qui sont créées dans notre pays et qui ont la charge de traiter des questions concernant, n'est-ce pas, la liberté de la presse et donc le métier de journaliste que nous exerçons. Nous avons donc opté pour ce début d'aller vers un recours gracieux. Pour l'inviter à jouer, n'est-ce pas, son rôle. Alors que nous attendions une réponse à cette lettre, il y a, n'est-ce pas, 2 commissaires qui se retrouvent à Cancan. Il reste encore à déterminer pourquoi ils y étaient, parce que dans le communiqué qui a été pris hier, il ne nous est pas dit clairement c'était quoi l'ordre de mission. Pourquoi était-il à Cancan? Était-il allé sensibiliser la presse? Était-il allé justifier une décision du gouvernement? Parce qu'encore une fois, il faut qu'on le précise, la décision de retrait de nos agréments n'a pas été prise par la haute autorité de la communication, alors que la loi dit que même si c'est le ministre qui doit prendre une telle décision, et il doit être saisi par la HAC. Et jusqu'aujourd'hui, on est quand même convaincu que la HAC n'a pas émis d'avis, n'a pas donné, si vous voulez, n'a pas sollicité le ministère pour prendre, n'est-ce pas, une telle décision. Nous avons donc saisi la haute autorité de la communication pour l'inviter à jouer son rôle. Ça fait déjà plus d'une semaine. La HAC ne nous répond pas. Alors que nous attendions cette réponse, les 2 commissaires, comme je le disais tantôt, se retrouvent à Cancan dans une mission dont on ne connaît pas encore les raisons véritables. Parce que j'avais l'impression que c'était une campagne de dénigrement. Et certainement, puisque évidemment le communiqué est déjà sorti, la HAC dit qu'elle se désolidarise, les autres commissaires, disent qu'ils se désolidarisent de leurs collègues. Je me pose juste la question, si la dame n'avait pas été excessive, si elle n'était pas allée loin, jusqu'à accuser quand même le chef de l'État, jusqu'à accuser le CNRD, parce qu'en gros, ce qui véritablement constitue un danger dans le discours de la dame, pour en tout cas la HAC, je pense, et pour la plupart des soutiens du pouvoir actuel, ce n'est pas la diffamation contre les patrons des presses et les journalistes que nous sommes. Ce n'est pas les allégations donc qu'elle a tenues en lien avec l'argent que des gens qui visent directement la junte et qui consiste à dire qu'elle est prête à tout pour conserver le pouvoir. Et donc, dans le communiqué, on dit on a diffamé la présidence et
on a diffamé les patrons de presse. Je peux bien comprendre. Mais puisque la HAC nous a habitués quand même si profondément, hein, monsieur Marat, je suis déjà convaincu que c'est faux tout ce qui est en train d'être raconté. Mais vous nous enseignez, non, vous les hommes de droit, lorsque quelqu'un fait une communication que vous supposez être une diffamation, la moindre des choses, c'est de vérifier. Pour ce qui nous concerne, donc pour l'argent qu'on aurait reçu, ton micro est coupé, Mara. Je sais que tu veux parler, mais ton micro est coupé. Je le vois ici. Non. Il est toujours coupé. Il est toujours coupé. Est-ce que quelqu'un... Donc, en attendant que je règle ça, tu règles ça, je continue donc à dire ceci. Est-ce que les commissaires ont eu tout le temps déjà hier, à travers cette réunion convoquée de manière impromptue, examiner toute la situation, vérifier du côté de la présidence qu'il n'y a aucune liste de journalistes ayant émargé après avoir reçu de l'argent et en contrepartie, ils s'étaient engagés à ne pas attaquer, à ne pas critiquer la gouvernance actuelle. Est-ce que toute cette vérification-là a été faite et on s'est rendu compte finalement que la dame, elle a menti pour dire que c'est de la diffamation? Parce que désormais, c'est vrai que nos patrons vont saisir la justice, nous aussi, parce qu'elle a parlé des journalistes à grand débat, pour parler des grandes émissions. Nous aussi, nous irons vers la justice. Mais en attendant, est-ce que déjà la HAC compte absolument que c'est de la diffamation? Et de ce point de vue, on peut considérer que notre premier témoin dans le combat futur à la justice, c'est la HAC. C'est les autres commissaires. Parce que les autres commissaires, il me semble, ont dû vérifier ça rapidement hier pour sortir un communiqué dans lequel on dit, pour ceux qui nous connaissent, que la dame nous a diffamés. Ça doit être relayé. Mara est brouillé. Mara est brouillé. Ouais. Il se débrouille avec les écouteurs. Oui, mais je ne sais pas, mais... Il entend, toi, mais il n'arrive pas à nous parler, en fait. Il nous entend, mais il n'arrive pas à nous parler. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ton micro qu'on a coupé. Bon, si tu permets, je termine cette partie et peut-être tu relances la deuxième partie, c'est pas grave. Ça, c'est pour ce qui nous concerne. Donc, la HAC dit que la dame nous a diffamés. Ça, l'opinion doit quand même retenir ça. C'est pas nous. C'est pourquoi quand les gens disaient hier, revenez ici, dites votre part de vérité, dites votre part de vérité. Et moi, je disais, si on vient dire tout de suite que c'est faux, c'est la parole de la dame contre la nôtre. Mais ce qui peut nous départager, c'est cette liste que nous avons réclamée. Mais en attendant que nous ayons une liste, les commissaires de la HAC, qui sont très puissants, parce qu'ils sont très puissants, et ils peuvent obtenir des informations là où nous ne pouvons pas les avoir. Parce que le président de l'institution, le président Yassine, il peut aller à la présidence. L'accès ne lui est pas interdit. Il peut fouiller partout à la présidence là-bas pour savoir, à moins d'une heure, qu'il n'y a pas de liste. Certainement, parce que c'est son communiqué officiel qui dit que la dame nous a diffamés. Maintenant, il reste un autre élément. Parce que la dame n'a pas seulement parlé des journalistes. Elle a parlé du CNRD. Vous avez entendu tout ce qu'elle a dit du CNRD. Est-ce que pour cela aussi, les commissaires ont eu tout le temps de vérifier et de s'assurer que c'est la diffamation? Parce que c'est important. Il ne faut pas tout simplement venir tout simplement la sanctionner. On l'a sanctionnée, d'accord. Mais on veut vraiment savoir que la vérification a été faite parce que, Mara, tu fais bien de poser la question. Ça a été trop rapide de vérifier, de s'assurer que la dame nous a diffamés.
oui, ça nous pose énormément de problèmes. Nous y avons été très souvent lorsque nos collègues ont été convoqués et même nous-mêmes lorsque nous sommes venus, on nous disait, est-ce que vous avez vérifié? Est-ce que vous avez mené l'enquête? Et Diané fait partie, Diané que vous avez entendu à Kankala, elle fait partie des gens qui parlent des techniques d'investigation à un journaliste compétent comme Babila. On lui dit, est-ce que tu as vérifié? Est-ce que les commissaires ont vérifié avant de sortir leur communiqué hier? Ont-ils vérifié? Ils peuvent dire à l'opinion qu'ils ont vérifié qu'il n'y a pas de liste. Ils n'ont qu'à revenir nous dire derrière effectivement qu'il n'y a aucune liste, puis évidemment leur communiqué. Et nous, de toutes les façons, depuis hier, nous sommes convaincus que c'est faux. Mais ils sont mieux placés parce que eux, c'est quand même l'institution qui juge les journalistes. À l'intérieur, il y a des journalistes, même si nous n'en avons pas suffisamment qui ont fait de l'enquête dans leur carrière journalistique, mais nous avons quand même des journalistes qui ont lu quelques documents de journalisme et qui savent qu'une enquête, ça peut prendre quand même quelques temps avant d'aboutir, n'est-ce pas, à une conclusion. Voilà ce que je voudrais dire d'emblée par rapport à la rapidité avec laquelle la HAC est allée. Et je pense, comme certains, ce n'est peut-être pas, comme toutes les décisions qui sont prises ces derniers temps à la HAC, ce n'est peut-être pas de leur propre chef qu'ils ont. Vous me comprenez? Oui. Or, jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas encore vu cette plainte. La HAC n'a même pas dit dans son communiqué qu'elle avait été saisie justement d'une plainte. Oui. Ni de la part du président, ni de la part de Thierno Mamadou, TMB, le conseil spécial cité par M. Ibrahim Tawel Kamara, ni par le ministre Moussa Moïsila, qui a été cité par mademoiselle Djené Diaby. Donc, il n'y a pas Ni de les plainte, patrons, ni par les patrons. ni par les patrons, ni même par nous autres chroniqueurs de ces émissions. Personne n'a porté plainte au niveau de la HAC. Alors que la HAC s'exprime sur un potentiel ou pour une présumée diffamation, j'avoue que cela me surprend. Même si la HAC a le pouvoir de s'auto-saisir, ce n'est pas sur des questions de délits liés à la personne. La HAC peut faire l'autosaisine lorsqu'il s'agit, par exemple, de diffusion de fausses informations, par exemple, d'appels, par exemple, aux troubles, de troubles à l'ordre public, par exemple, suivi des faits, ainsi de suite. Mais dans notre cas précis, la haute autorité de la communication ne peut pas s'auto-saisir. Il aurait fallu qu'elle soit saisie. Et là, il y a un problème. Là-dessus, excusez-moi, certains peuvent avoir l'impression que je défends Djené ou M. Ibrahim Tawel Kamara. Non, je rappelle simplement parce que pour nous, journalistes, c'est aussi ça notre sacerdoce. Nous devons être justes. Nous devons avoir un regard équidistant et équilibré sur la situation. C'est déjà une faute en soi que de vouloir parler de diffamation parce qu'il n'y a pas eu de plainte et la HAC elle-même n'a pas confronté les personnes mises en cause. Sauf erreur de ma part, les deux personnes sont bien arrivées à Conakry, mais ne se sont pas présentées à la HAC. Évidemment, évidemment. C'est là que je voudrais en venir. Entendu. À la limite, le président de la haute autorité de la communication aurait pu, à la limite, prendre des mesures conservatoires, peut-être pour non-respect du principe, comment ils appellent ça, devoir de réserve des agents publics de l'État. Parce que si la haute autorité de la communication estimait, par exemple, qu'ils n'ont pas fait preuve de devoir de réserve et que ce n'était pas le but de la mission, donc ils ne devaient pas tenir ces propos, à la limite, il aurait pu prendre, comment on appelle ça, une mesure conservatoire, donc de suspension. Et ça aussi, quand vous prenez la mesure, vous avez l'obligation de donner la durée.
On ne suspend pas quelqu'un jusqu'à nouvel ordre en matière de droit administratif. Justement. Et lorsque la HAC le fait, directement, vous traduisez la personne, bien sûr, en conseil de discipline. Mais sauf que dans le cas présent, on a l'impression que tout a été mélangé. Le conseil de discipline, donc la plénière s'est réunie, ainsi de suite, et puis voilà, on a sanctionné. Mais il n'aurait pu les sanctionner que sur les éléments, comme je te l'ai dit, de violation des principes administratifs, des principes et règles administratives. Dans ce cas-là, on aurait compris la HAC. Mais pas sur la question de la diffamation, puisque la HAC n'a pas été saisie. Nous-mêmes qui avons été touchés par cette histoire, nous ne faisons pas confiance à la HAC, nous ne l'avons pas saisie. Et d'ailleurs, nous ne pouvons pas traduire ces deux commissaires-là à la HAC pour des questions de diffamation. Je ne sais pas si je me fais comprendre très bien. La question de la diffamation, ce sont des citoyens lambda. Ce sont les journalistes qu'on peut traduire devant la HAC pour des questions de diffamation. Pas les commissaires. Les commissaires, eux, à la limite, on aurait pu écrire au président de la HAC pour réclamer des sanctions administratives pour n'avoir pas respecté les règles, notamment de déontologie, notamment de l'agent public, parce qu'ils n'ont pas fait preuve de neutralité, ils ont été partisans et les discours ont été menaçants et injurieux. D'accord. Mais la question de la diffamation, c'est une autre question. Je ne sais pas si on comprend bien l'équivoque que je vais lever. Oui, évidemment, évidemment. Voilà. Donc, elle est là-dessus, à mon avis, là-dessus, ce n'est pas très bien argumenté. Et c'est là que je vous rejoins. Je pense que c'est parce qu'il y a eu pression. Il y a eu pression et c'est parce que dans la sortie de la dame, il n'y a pas eu que les patrons qui ont été concernés par ces déclarations. Il y a eu également le président de la transition, mais également du CNRD, parce qu'il dit les gens là, ils sont prêts à tout. Et donc, dès lors qu'on arrive à ce niveau, on se dit attention, ce n'est plus les patrons tout simplement des médias, les journalistes. Eux, ils peuvent prendre leur temps. De toutes les façons, les commissaires de la HAC savent qu'aucun patron de médias ne viendra se plaindre chez eux pour obtenir une réparation. En tout cas, pas dans ce cas-là, dans ce cas précis, parce qu'on sait évidemment que... Déjà, les patrons ont annoncé leur intention de saisir les tribunaux. Les avocats ont été constitués dès hier matin, d'ailleurs depuis avant-hier nuit. Hier, ils ont travaillé sur la citation et je pense que ça sera servi aujourd'hui ou lundi au plus tard. Donc là-dessus, on avance. Et les chroniqueurs que nous sommes, des trois grandes émissions, on refait Le Monde, Mirador et nous-mêmes aux Grandes Gueules, la plupart d'entre nous avons décidé également de porter plainte. Et ça, c'est notre droit. J'apprends même qu'il se pourrait que la présidence de la République aussi porte plainte. Alors, si la présidence de la République porte plainte, là, les faits seront beaucoup plus graves. Parce que chez nous, on ne peut parler, nous, que des problèmes de ménage et de diffamation. Mais la présidence de la République peut aller beaucoup plus loin dans cette histoire-là. La haute autorité de la communication elle-même, parce qu'il y a des questions de diffusion peut-être de fausses informations, il y a peut-être l'outrage au chef de l'État qui peuvent être constitués, il y a beaucoup d'autres délits sous-jacents qu'eux, ils peuvent soulever. Mais nous, puisque c'est des délits liés à nos personnes, donc physiques ou morales, donc, nous et nos entreprises, nous allons en justice par rapport à cela. Ce qui pose, je termine, je réagis là rapidement. Ce qui pose en réalité un problème, parce que nous, tout ce qu'on dit là, ce sont des principes. Absolument. C'est venu, comme beaucoup l'ont dit hier, venez démentir la dame, venez dire votre part de vérité. Nous, on ne vient pas discuter de ce qu'on aurait reçu ou qu'on n'aurait pas reçu du côté de la présidence. De toutes les façons, les preuves nous départagent. Si, bien entendu, elle ne les apporte pas directement par les médias, parce qu'elle a dit que la liste va être publiée, mais elle peut bien entendu être obligée du côté de la justice à donner ces preuves-là. Ça, c'est une question évidente. Mais pour des questions de principe, et nous l'avons toujours dit... Alors, je vais soulever cette autre question avec toi, Jacques. Attends d'abord. J'ai dit, pour la HAC, c'est quand même une obligation qu'elle respecte, qu'elle se soumette, n'est-ce pas, aux principes qui guident son fonctionnement. Ce n'est pas parce que la dame a fauté qu'il faut la sanctionner sans respecter, n'est-ce pas, les principes. Il fallait d'abord l'écouter. Peut-être qu'elle dispose vraiment de cette liste
et que peut-être qu'elle a des informations que le CNRD est prêt à tout pour conserver. Et elle a même donné des noms. Elle a donné des noms. Elle a donné Donc, des la noms. moindre des choses, c'était, n'est-ce pas, de l'écouter. En ce moment, c'est de cette façon qu'on peut construire un état de droit. Pas en prenant des sanctions pour passer aux yeux, n'est-ce pas, de l'opinion comme des gens qui sont préoccupés par la situation du pays ou alors par le respect de la dignité des hommes, etc., etc. Non, je crois déjà, comme Tamba l'a dit à l'entame, ces rumeurs-là ont trop circulé jusqu'au niveau de la HAC, dans les couloirs de quelques institutions du pays, chez certains de nos confrères, qui, je ne sais si c'est par jalousie ou par quoi, ont aussi entretenu ce type de rumeurs. Ah non, ils sont sanctionnés parce qu'ils ont pris de l'argent, après ils continuent de critiquer, n'est-ce pas, le régime. Mais s'il y a une commissaire qui a eu le courage d'en parler, la moindre des choses, si l'institution voudrait vraiment respecter les principes et se montrer, n'est-ce pas, très attachée aux règles des droits, elle devrait, n'est-ce pas, se soumettre à la loi et respecter tous les principes qui vont avec pour éviter, n'est-ce pas, d'aller très vite. Mais je pense que c'est parce que dans la déclaration des patrons, ils ont interpellé directement la HAC. Et donc la HAC s'est dit, bon, si on ne fait pas vite, on va nous mélanger. Et je crois que c'est ça. À ce niveau, Zachary, je viens à toi. Nous avons expliqué que la HAC, puisque tu n'étais pas là, a bel et bien le droit de sanctionner pour faute administrative, notamment le non-respect, par exemple, du principe, ou plutôt du devoir de réserve, et même de neutralité de l'agent public et tout ça, mais pas pour diffamation. Parce que ni le président, ni Thierno Mamadou, ni Moussa Moïse, ni vous et moi, les chroniqueurs, ni même les patrons n'ont porté plainte, n'ont saisi la HAC pour diffamation. Sur la question de la diffamation, je pense honnêtement que la HAC s'est fourvoyée. Mais quand on voit tout cela, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a peut-être une volonté d'aller vite pour étouffer l'affaire? Parce qu'il faut qu'on soit honnête, Zachary. Les questions posées aujourd'hui sont fondamentales. Moi, je remercie Dieu que Mademoiselle Guéné ait soulevé ces questions-là. Elle soulève une question essentielle, c'est celle de la corruption entre politique et milieu médiatique. Si c'est vrai, il faut qu'on cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé et qui sont les personnes impliquées. Si c'est faux, eh bien, qu'on nous blanchisse définitivement. Est-ce que vous n'avez pas idée et vous n'avez pas l'impression qu'on veut vite mettre la poussière sous le tapis dans cette histoire-là? Est-ce que vous êtes satisfait d'abord de cette suspension et est-ce que pour vous, c'est suffisant? Alors, Mara, je pense qu'il y a une belle logique dans tout ce à quoi on est en train d'assister. La HAC connaît ses prérogatives, elle connaît ses processus à l'intérieur d'une institution comme la HAC, au-delà des lois de création, donc des lois de création, les lois de gestion, les lois de fonctionnement, il y a un règlement intérieur qui régit la gestion au quotidien de l'institution. La HAC, c'est tout ça. Mais la HAC n'a pas suivi tout cela. Ce que la HAC fait à cette commissaire, elle l'a fait avec nous. Elle l'a fait avec Babila. Vous vous souvenez du dossier Babila? Comment c'est arrivé? Si vous voulez, c'est une évacuation sommaire, si vous voulez. C'est ce qui s'est passé avec Babila. Donc, on met de côté les process qui sont connus, auxquels on est habitué, et on choisit de faire des raccourcis. Mais il y a une belle logique. La dame a dit une chose, les gars. Et comment il s'appelle? L'autre commissaire aussi. Le commissaire dit, la loi ne les intéresse pas eux. Eux, c'est la force. La dame dit, ils sont prêts à tout pour protéger leur pouvoir, y compris à vous détacher la tête du cou. Et puis la dame, là, elle va s'asseoir et dit ça comme ça. Le président Yassine, lui, il est assis là-bas, il suit la vidéo là. Et puis il se dit certainement, qu'est-ce que la dame là m'a fait comme ça? Qu'est-ce que la dame nous a fait? C'est une opération de sauvetage. La décision de la HAC est une opération de sauvetage. Ils veulent sauver leur tête. Vous parlez de loi, vous parlez de process, ils s'en foutent. Une des leurs, en mission officielle de l'institution, a osé s'en prendre à un président dont elle-même dit
qu'il ne recule devant rien et il est prêt à tout pour se préserver. Que fait la HAC? C'est un instinct de survie. Eh bien, évacuons, coupons la plaie du milieu de nous, amputons la HAC de ces deux commissaires. Vous connaissez l'expression mal léché. Donc, amputons la HAC de nos commissaires, de nos deux commissaires mal léchés, et puis avançons. Moi, c'est la seule logique que je vois à l'intérieur de ça. Et le Guinéen n'est pas dupe. Pour plus grave, ils n'ont rien fait. Et donc, dans cette situation, c'est à la fois leur, j'ai pas envie de dire liberté, mais c'est surtout leur pitance, c'est leur survie. Pour t'aider, Tamba. Qui est en jeu. Oui, vas-y. Oui, quand j'ai été dernièrement là-bas avec Mohamed Ali, qui avait été invité parce qu'il aurait tenu des propos qui n'ont pas été aimés par les commissaires. Bon, après, vous vous êtes moqué de moi parce que vous m'avez choisi parce que vous estimez que je suis calme et que j'allais pouvoir calmer Mohamed Ali pour éviter... J'ai regretté. Et finalement, c'est Mohamed Ali qui me calmait tellement j'ai été révolté parce que j'entendais. Ouais. Un commissaire te dit, vous ne voulez pas qu'on soit ici, vous voulez qu'on nous chasse d'ici. Vous voulez qu'on perde notre emploi. Eh bien, voilà. Lorsque quelqu'un qui est au sein d'une institution estime que c'est ça l'emploi, c'est grave. Parce que vous y êtes pour un mandat. Vous avez été désigné, vous avez été certes nommé par décret, mais au terme du mandat, et pour une raison ou une autre, vous pouvez effectivement partir. On sait dans quelles conditions la HAC a été rétablie. C'est par la volonté de nos patrons, c'est par la volonté de nos de certains de nos confrères qui ont été voir le président de la transition qui venait nouvellement de prendre le pouvoir et qui ont donc plaidé pour le rétablissement, pour la réhabilitation de la HAC. Bon, si cela n'avait pas été fait, il n'y aurait pas eu de HAC. De toutes les façons, nous sommes en transition. Mais vous avez à l'intérieur les gens, effectivement, qui sont préoccupés par ce qu'ils peuvent avoir, ce qu'ils peuvent continuer à avoir au sein de cette institution. Voilà le problème qu'on a. C'est pourquoi, quand quelqu'un comme Babila fait son enquête, on n'attend même pas qu'il termine, on prend sanction, suspension 6 mois. Ou bien vous avez un problème avec le ministre Charles, on ne va pas vous confronter. On dit, bon, vous êtes trop méticuleux. Ouais. Pourquoi vous cherchez trop détaillant? Trop détaillant. Oui. Après, on prend une sanction pour donner l'impression qu'on est vous me permettez de revenir à la même question. Cette affaire doit être close. Maintenant que la HAC affirme que oui, nous avons été diffamés, donc c'est une fausse information et les deux commissaires ont été suspendus. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Ou bien vous pensez, comme certains chroniqueurs comme moi, qu'il faut exiger peut-être une commission d'enquête indépendante pour faire toute la lumière sur cette histoire de liste et d'argent avec le président de la République qui, selon Guéné Djabi, donnerait lui-même, parce que et lui et Tawel l'ont dit, c'est quand même deux commissaires en mission, ils ont insisté là-dessus main à main. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, est-ce que vous ne pensez quand même pas qu'il y a forcément, il y a peut-être une histoire de corruption qui est à la base de tout ça et qu'il faut peut-être aller chercher la vérité des faits? Alors, Mara, je vais te dire le fond de ma pensée. Premièrement, pour que ce soit clair, même s'il y avait une liste, on me demande de demander aux oiseaux de se taire parce qu'ils font que chantonner ici. Mais même s'il y avait une liste pour revenir au sérieux, vous pensez vraiment qu'une présidence responsable l'aurait diffusée? Vous savez, il y a cette dame-là, je pense que ce serait bien de poser ce débat en perspective pour la prochaine HAC. Une institution aussi sérieuse, aussi responsable. Je crois que je suis désormais d'accord avec la limitation, enfin, l'âge limite ouvert 5 ans. Parce qu'il faut quand même... Bon,
moi, je pense qu'il peut y rester, quoi. Aujourd'hui, c'est 35 ans, 35. mais je rappelle que Diéné n'a toujours pas 35 ans. On est bien d'accord. A été nommé sur proposition du président de l'Assemblée nationale de l'époque, donc M. Amadou Damaro Camara, et le décret a été pris par M. Alpha Condé. Mais vous le savez, personnellement, j'ai toujours dénoncé la présence de Diéné, qui n'avait aucune expérience, qui était communicante du RPG sur les réseaux sociaux, qui ne sait rien à la presse, d'accord? Et d'ailleurs, vous l'avez vu, quel journaliste aurait, par exemple, eu le mauvais réflexe de balancer ses sources comme elle l'a fait, en citant Moussa Moïse, en citant TMB. Alors, elle n'a pas les 32 ans. Est-ce que déjà le problème, c'est même pas parce qu'on ne respecte pas les textes? Alors, voilà, pour revenir à ce que je disais, Marassi, vous avez bien vu la vidéo. La dame parlait comme si c'était une femme qui avait un problème avec son mari. Et donc, on est allé régler le conflit là. La colère qu'il y avait sur son visage, je me suis dit, mais attends, on a fait quoi à la femme là? Et puis, elle prend ça trop personnellement. On dirait que son amant l'avait trompée. Et donc, c'était vraiment quelqu'un de très colérique que j'ai vu. L'expression n'était pas institutionnelle. C'était une affaire personnelle. L'expression n'était pas institutionnelle du tout. Ouais. Parce qu'une institution, ça ne se met pas en colère. Ça garde le prestige de l'institution. Et si tu veux, ça s'efforce de maintenir une certaine sérénité. La dame y est donc allée, elle a perdu ses moyens et paf, elle a tout balancé comme ça. Ce que je disais au début, même sans expérience, il faut un minimum de culture sur le fonctionnement des institutions dans une république. Savoir un peu où sont les enjeux, les intérêts, les acteurs et leurs préoccupations spécifiques. C'est important de se cultiver quand on est à ce niveau de responsabilité. Elle ne considère peut-être pas qui elle est, mais qui elle était en tout cas jusque-là. Mais la vérité, c'est que c'est quand même une commissaire de l'AHAC. Et ça, ce n'est pas rien dans notre pays. Alors, je voulais quand même apporter cette précision avant de revenir à ce que vous disiez. Alors, ma position, elle est simple. Nos patrons ont porté plainte. J'espère qu'à partir de la justice, on saura ce qu'est la vérité. Moi, ça me suffit côté média. Nos patrons ont porté plainte. Je les encourage à maintenir le processus, à ne pas lâcher, parce que je connais le Guinéen. Et pour ces années que nous avons passées il y a quelque temps, je connais le Guinéen. Les ont déjà commencé. Vous entendrez des gens vous dire non, ça ne vaut pas la peine, il ne faut pas porter plainte. La même personne qui t'exhorte à ne pas porter plainte sera la première à dire, eh bien, vous voyez, la dame a dit ici, mais qui a osé porter plainte? Qui a osé lever le petit doigt? La dame elle-même, dans son lettre, je ne sais même pas comment ça lui est venu. Et pourtant, ce sont plusieurs des commissaires de l'AHAC qui nous ont dit, après la fermeture de nos médias, de ne pas aller à la confrontation avec l'État, de commencer justement par cette procédure et que le président de l'AHAC entrait en contact avec le gouvernement pour tenter de nous rétablir. Et là, publiquement, ils vont dire non, ils n'ont pas osé porter plainte parce qu'il y a une liste. Mais elle dit que, je vais essayer de paraphraser ce qu'elle dit, dans sa petite conférence, dans son petit conclave là, avec les journalistes à Cancan. Elle dit que, mais voyez bien ce qui s'est passé. Ils ont voulu parler, les patrons là ont voulu parler. On les a appelés un à un, on leur a dit, mais hey, on a la liste, on va la publier. Et ils se sont tus. Je me dis, mais la dame là, elle ne s'est pas dans un sommeil, elle a vu un rêve. Et puis elle a cru que c'est la vérité. C'est comme ça qu'on construit la rumeur et le mensonge pour en faire des vérités publiques. Et excuse-moi, cette parenthèse, pour Ibrahim Tawel Kamara, qui a corroboré cela, et lui, il est journaliste, je rappelle, à l'origine. Et c'est un doyen de la presse guinéenne. Je veux qu'on parle de lui après Mara. Il dit d'ailleurs que notre syndicat a déposé un préavis. Je ne sais pas s'il sait c'est quoi un préavis de grève. D'abord, c'est faux. Notre syndicat n'a jamais déposé un préavis. On a tous vu et lu le courrier qui a été envoyé vers les centrales syndicales
que pour quelqu'un qui a été journaliste longtemps, c'est quand même étonnant qu'il ne sache pas que se tiennent en ce moment même, et cela depuis près de 2 semaines, c'est même aujourd'hui, ce vendredi aujourd'hui, que prennent fin les assemblées générales, notamment de l'Organisation internationale du travail et du BIT à Genève, à la maison, aux Nations Unies à Genève, et que la part des syndicalistes sont. Les gens attendent leur retour à Conakry la semaine prochaine pour commencer déjà à discuter avec nous, voir ce qu'on doit faire. Mais je suis sûr qu'il le sait. Mais la mauvaise foi et le désir de désinformer, voire même de mésinformer, amène à vouloir jeter autant l'anathème sur les gens. Il sait que les syndicalistes ne sont pas là. Il sait qu'il n'y a jamais eu de préavis de grève. Voilà. Donc, vous voyez bien où on en est. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tu as apparemment reçu un appel. On t'entend. On t'entend, mais tu ne bouges plus. Tu es bloqué. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Là, c'est bon, vous m'entendez? Voilà, ça marche. Voilà, parce que je suis en train de recevoir un appel. Mhm. Alors, ce que je dis, c'est que c'est quand même la représentante d'une institution dans ce contexte particulier qui va inventer ce type d'histoire, que nos patrons auraient reçu un appel pour leur dire, si vous levez le petit doigt, on balance les listes, et donc ils se sont calmés. Est-ce qu'elle sait le travail que nous, on fait en silence pour inviter quelqu'un comme Lamine à ne pas prendre la parole? Est-ce qu'elle sait ce que nous, on fait pour inviter Lamine à ne pas prendre la parole et à laisser d'autres acteurs des médias, en particulier nous, à laisser d'autres fusibles s'exprimer? Elle n'a aucune connaissance de tout ça. Et Mara, je l'ai dit, que nos patrons aient porté plainte, c'est déjà pour moi un motif de satisfaction. Il ne faut pas qu'ils relâchent la pression, il faut que la procédure suive son cours normal et que les mêmes Guinéens, autant que nous avons lu la déclaration des patrons de presse où ils invitent à la publication de ces listes-là, j'aimerais qu'au bout de ce processus, il y ait une communication officielle de ces mêmes patrons sur l'issue du processus. Que les Guinéens qui doutent aient un avis éclairé et net sur le sujet. S'il est établi que nos patrons ont signé, que les Guinéens le savent, qu'ils le sachent, pardon, et à ce moment qu'ils leur retirent leur confiance. Et je dis quand même aussi que nos patrons doivent le savoir. Il y a un véritable enjeu. S'il est établi qu'un d'entre eux a perçu de l'argent pour une telle cause, moi, je sens la fin de mon parcours professionnel. La fin arrivée. Parce que s'il est établi que mon patron est allé tenir ça pour s'engager à défendre, c'est fini. Moi, c'est fini. Et je le dis, je le dis solennellement. Donc ça, c'est une première chose. Donc pour moi, la procédure là me suffit. Il faudrait simplement continuer. De l'autre côté, la présidence, il faut qu'on l'entende. Il faut qu'on entende la présidence. La dame là, il faut le dire ici, n'est pas allée inventer ces histoires de listes. On peut dire ce qu'on veut, on peut parler de son âge, de son inexpérience, de son défaut de culture. Il se peut qu'il y ait du vrai dans ce qu'elle a dit. Permets, s'il te plaît. Donc, il peut y avoir tout ça, elle peut avoir toutes ces faiblesses-là, mais je refuse de croire que cette dame est allée inventer cette histoire de noms, de listes, de patrons qui signent, de chiffres, et en particulier d'acteurs de la présidence. Elle ne peut pas s'asseoir et inventer un Moussa Moïse. Elle ne peut pas s'asseoir et inventer un Thierno Mamadou. De ce fait, il faut que la présidence parle et que la présidence se fasse voir. Ça, c'est la deuxième chose, Mara, pour répondre à ta question. Les patrons doivent poursuivre la procédure. La présidence doit réagir pour le respect que l'on doit, s'il en est encore, parce que je sais que depuis un moment, nous avons une gouvernance méprisante du peuple. Mais
Qu'est-ce que ça va être cette fois? En tout cas, j'espère que la présidence va prendre la parole et parler. Ça, c'est de la présidence. La HAC, on ne suspend pas quelqu'un qu'on n'a pas entendu. Et c'est le minimum. Et pour faute lourde. Même si vous voulez plaire à une injonction de la présidence, vous voulez vous sauver la mise, je pense encore une fois qu'on ne peut pas suspendre pour faute lourde et aussi pour une durée indéterminée un commissaire qui a prêté serment, un commissaire au sein d'une institution républicaine. Il faut entendre ces gens. Vous avez dit qu'ils n'ont pas droit à accéder au bureau de la HAC, et aux locaux de la HAC, au siège de la HAC. Ouvrez ça. Il faut qu'ils viennent, que vous les entendiez sur leurs éléments. Je pense que vous l'avez suffisamment dit. Mara et Jacques, je pense que vous êtes suffisamment revenus là-dessus. Même si on a ces trois éléments... Mais la plénière, plutôt la décision dit ceci. La décision ne dit pas membre de la haute autorité de la communication, mais dit en service à la HAC. Est-ce que déjà, peut-être dans l'esprit du président, ces deux-là ne sont pas conduits finalement de la HAC définitivement? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a même un risque aujourd'hui qu'il soit révoqué? C'est du lâchage en Parce qu'ils ont écrit en service et non pas membre. Mara, c'est du lâchage en plein vol, c'est du largage, comme on largue des parachutistes au désert là-bas. C'est ce qu'on a fait à ces commissaires-là. Et ils se sauvent, hein. Ils se sauvent. Je vous l'ai dit, ils se sauvent. Mais ça ne peut pas marcher. Vous pensez qu'ils ont dit, en réalité, tout haut, ceux qui se murmurent habituellement à la HAC? Mais ceux qui se murmurent, mais face à nous, ils l'ont dit, Mara. À la HAC, ils l'ont dit. Ils ont laissé entendre ça. Ce que je disais tantôt quand j'avais été interrompu, c'était de dire en fait qu'il y a un commissaire là-bas qui m'a dit, sur le dossier Charles Wright, quand on a apporté toutes les pièces et les éléments de détail, de dates, de pièces, de lieux, parce qu'on a même décrit par moment, Mara, c'était d'ailleurs toi qui le faisais, on a même décrit l'emplacement des pièces à l'intérieur d'un bâtiment à l'intérieur duquel le ministre avait séjourné. Et puis il y a un monsieur qui dit, mais pourquoi vous êtes aussi méticuleux? Et il dit, pourquoi vous... Et il rajoute, le micro n'est pas une arme. Et vous vous souvenez de ma réponse à ce monsieur? Je lui ai rappelé, bon, si c'est ce type de journalisme qu'il croit que l'on mène, je lui ai dit, bon, et on n'a fait que suivre vos exemples, hein, c'est vous nos doyens, c'est vous qui nous inspirez, on fait exactement ce que vous nous avez laissé. C'est cet héritage que l'on met en valeur et que vous critiquez aujourd'hui. Bon, après, il s'est calmé, mais vous voyez bien que c'est là qu'on en est, à 3 niveaux de réaction. Le premier est enclenché, c'est bien. La présidence ne peut pas rester d'un silence monacal sur ce sujet-là, il faut l'entendre. Puis la HAC, ça ne suffit pas de décider comme ça de suspendre les gens. Et c'est clair, vous savez où est-ce que ces deux commissaires ont entendu ça? C'est vous là-bas, au sortir de vos rencontres, là, vous êtes revenus leur dire que il y a une liste et que Baouri vous a dit qu'il y a une liste. Vous savez, vous le savez, nous le savons. Baouri vous a dit qu'il y a une liste. Alors, Tamba, et que, il y a cette lecture de la société civile, à mon avis, il y a cette lecture aussi faite déjà par des éléments de la société civile que nous devrions peut-être parcourir très rapidement. Tu as par exemple Sekou Koundono du FNDC dissous qui dit même si de l'argent avait été donné aux patrons de presse, ils ont bien fait d'avoir mangé cet argent et quand même d'avoir maintenu leur discours. Et on entend quand même ce type de discours. Qu'est-ce que cela t'inspire? Est-ce que ça ne pose quand même pas un problème éthique? Écoute, Mara, l'éthique, la morale implique une chose. Il faut une adéquation entre ce que l'on croit et l'on dit et ce qu'on fait. Ça, c'est important. C'est peut-être aujourd'hui que je vais le révéler. Sur le dossier Selou, on parlait de Marouane, j'ai regardé tout ça, j'ai souri. Mais il y a un ministre en fonction aujourd'hui qui m'a fait appeler
et qui m'a proposé de l'argent pour que je défende la thèse d'un Cellou Dalein Diallo, leader politique, qui se permet d'aller avec une fillette qui est présentée comme comment ça s'appelle, comme son parent. Donc, je soutiens la thèse de l'inceste. C'est un ministre en fonction. Ouais, on le sait. Il me fait appeler et qui me propose de l'argent pour faire ça. J'ai dit à comment on appelle ça? Celui qui l'a commissionné là. J'ai mon opinion sur la vidéo. Elle n'a pas changé. Je sais ce que je pense de cette vidéo. Et même si je pense que ce n'est pas de l'intelligence artificielle, rien que cet acte me dissuade d'en parler. Absolument. Et c'est même ce qui nous a amené, nous, à refuser de nous mêler à ce débat. J'ai dit à ce monsieur, va dire à ton ministre là, que ce soit la dernière fois qu'il me fasse une telle proposition. La prochaine fois, ce ne sera pas de cette façon que je vais rejeter ça. Et va lui rendre son argent. Et dis-lui que je n'en aurai jamais besoin. Il m'écoute peut-être et il sait. La personne qui l'a commissionné écoute peut-être et elle sait de quoi je parle. Alors, il faut, de mon point de vue, toujours une adéquation entre nos valeurs et ce qu'on en dit, et de l'autre côté, ce que l'on fait au quotidien par rapport à ce qu'on dit et par rapport à ce qu'on croit. Tu ne veux pas, ne prends pas. Ça, c'est ce que je pense. Ne prends pas. C'est aussi simple pour moi. Je comprends bien ce que dit Sékou Koundono. Dans un autre point, je dirais, oui, c'est bien fait pour eux. Au lieu d'aller construire, au lieu d'aller former des journalistes dont ils disent qu'ils n'ont pas de bonne carrure professionnelle, au lieu de leur faire des ateliers ici en Guinée et en dehors, c'était tellement facile d'avoir les journalistes qui restent favorables au CNRD s'il y avait de l'intelligence dans l'action. Vous-même, vous dites que les journalistes sont mal formés. Or, c'est vous qui avez la charge de qualifier le personnel de la République, les ressources humaines de la République. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites qu'ils sont mal formés. Mais ils sont mal formés dans quoi? Ça s'appelle identifier les besoins de perfectionnement. Absolument. Quand vous avez identifié ces besoins, vous développez un plan de renforcement des capacités pour les journalistes. L'État, vous en avez les moyens. Vous avez un département en charge de ça. Mais Mara, je ne sais pas, on marche sur quoi? Des choses simples. On n'est pas prêt à régler. D'accord. Donc, vous voyez, je pense donc, pour ma part, qu'il ne faut pas prendre du tout quand tu n'es pas d'accord. Absolument. Et tu très, très clairement. Alors, deux questions en une pour toi. Primo, d'abord, est-ce que tu es satisfait de la suspension des deux commissaires? Est-ce que tu penses que ça devrait s'arrêter là? Ou bien est-ce qu'il faut aller plus loin que la présidence de la République, TMB, Moussa Moïse doit porter plainte, mais aussi, en plus, tes patrons, nous-mêmes autres chroniqueurs, il faut qu'on porte plainte et que peut-être il faut quand même ne pas penser à une révocation des deux commissaires. Mais moi, par exemple, j'estime qu'il faut carrément une commission d'enquête indépendante pour éviter les interférences parce qu'il faut qu'on fasse la lumière, puisque c'est quand même grave. Si des patrons de médias et des journalistes de renom sont dans un système, s'il y a un complot ainsi contre l'opinion publique pour la manipuler, il faut forcément désamorcer cette histoire parce que la presse, c'est avant tout la crédibilité. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant, déjà les premières mesures prises, ou bien il faut aller plus loin? Ça, c'est la première question. Et puis, la seconde porte justement sur ce que disait Tamba tout à l'heure. Peut-être que ce serait mieux de commencer déjà par sa dernière réaction, ensuite revenir sur les premières mesures prises. Bon, sur ce qui est de la réaction que les patrons devraient avoir si une proposition leur avait été faite et en contrepartie qu'ils devraient, si vous voulez, se soumettre au déshydratat du CNRD ou disons accompagner le CNRD même si il constate qu'il est dans le faux. Moi, je suis aussi d'accord avec Tamba que si vous n'êtes pas d'accord
il ne faut pas y toucher. Absolument. Mais il y a une chose bien simple qui mérite d'être précisée. Vous pouvez avoir de l'argent d'un président. Un président peut vous donner de l'argent. Un ministre peut vous donner de l'argent. N'importe qui peut vous donner de l'argent parce que vous êtes journaliste. À condition que ça ne soit pas tolérer la tautologie, que ça ne soit pas conditionné. Quelqu'un qui vous connaît parce que il aime ce que vous faites comme travail, il estime que vous participez pleinement au développement du pays en faisant ce que vous faites, et qui vous fait un geste. Lorsque ce geste-là n'est pas conditionné, ça ne pose en réalité aucun problème. Ce qui pose le problème, c'est lorsqu'on vous dit tenez 1000 francs, allez dire ça. Ou bien tenez 1000 francs, ne dites pas ça. Ouais. Dès lors que nous sommes dans ça, on n'est plus dans un simple geste. On est en train de restreindre la liberté. La restriction de liberté, ce n'est pas seulement venir fermer un média ou alors retirer la carte de presse à un journaliste. C'est aussi donner de l'argent à un journaliste et lui dire de ne pas dire certaines choses ou alors de lui dire d'aller dire certaines choses. Par exemple, détruire l'image de quelqu'un, par exemple. Pour cette histoire d'argent, ça, c'est l'attitude que moi, je conseillerais à tout confrère. Maintenant, pour la deuxième question. Est-ce qu'on devrait en rester simplement à cette plainte? Je ne peux pas être satisfait parce que, d'abord, il ne faut pas que les Guinéens oublient une chose. Tout ce débat-là, ce sont des détails. Il y a un gouvernement qui a pris une mesure illégale contre des médias en retirant leurs agréments. Dans l'arrêté, on dit une chose, après le Premier ministre sort, il dit autre chose, et finalement, c'est la HAC qui sort pour dire totalement autre chose. Aux yeux de l'opinion, c'est aussi clair comme l'eau de roche. La mesure, elle est non seulement illégale du point de vue de la loi, nos juristes ont eu tout le temps d'examiner ça et de dire leur point de vue, mais c'est injuste. Et alors, ce qui, à ma foi, va nous satisfaire aujourd'hui, c'est nous redonner nos agréments et nous permettre de continuer à travailler. Ils savent que nous avons toujours été professionnels. Ils savent, que ce soit les ministres, que ce soit les militaires. Parce que lorsque c'était en leur faveur, c'était du journalisme professionnel. Mais lorsque ce n'est pas en leur faveur, ça devient du journalisme qui dérange et donc du journalisme non professionnel. Mais moi, les militaires ne me choquent pas. Et même certains ministres, je peux les tolérer. Mais quand j'entends certains de nos confrères, parce qu'ils se retrouvent au sein des institutions, avoir des opinions aussi, excusez-moi, mais tordues, sur la pratique du métier de journaliste, je me dis, il y a un problème pour l'avenir. Il y a ce journaliste au niveau du CNT qui a dit ce qu'il a dit. S'il m'écoute, il sait ce qu'il a dit. Mais vous en avez plein aussi du côté de la HAC qui vous disent, non, ce que vous faites dans les grandes gueules, ce n'est pas du journalisme. Et ils pensent donc que le journalisme, c'est comme celui qui a existé sous ce Couturé, comme on nous l'a raconté. Il faut faire de grands magazines qui parlent des actions du pouvoir et ne pas toucher ce qui ne va pas. Non, ce n'est pas du journalisme, ça. Le journalisme tel que nous le concevons. Et je crois que nos aînés qui ont fait, parce que parmi nos aînés qui sont vraiment des véritables journalistes, ce sont des gens qui ont fait la presse écrite. Parce que tous ceux qui étaient à la radio, là, c'est des gens qui étaient du côté de la RTG. Il y en a quelques-uns qui ont essayé d'être des modèles. Et il y en a d'autres qui ont essayé d'être de simples commentateurs. Je le dis, je n'ai pas de gêne à le dire. Absolument. Mais c'était une question d'époque. C'est pourquoi on les comprend. Mais l'époque a changé. On a opté pour la libéralisation. On a opté pour le pluralisme d'opinion. Ça, c'est irréversible. Même si Adafo, Dioma et Fim ne reviennent pas, il y aura toujours des gens qui vont exprimer leurs opinions. Ça, il faut que les gens ils le retiennent. Alors, je pense donc que c'est insuffisant et que le travail doit continuer jusqu'au rétablissement de nos agréments. Parce que tout ce qu'on tente aujourd'hui de faire en envoyant les commissaires à l'intérieur,
C'est parce que ceux-ci se sont heurtés à quelque chose. Sinon, ils allaient continuer à Labé, ils allaient continuer à Zérékoré, ils seraient partis à Farana, ils seraient partis dans toutes les préfectures, dire aux gens, les journalistes dont on a interdit d'exercer le métier là, à qui on a retiré les agréments là, c'est des gens qui ont reçu de l'argent, c'est des gens qui ne sont pas propres. C'est une campagne de dénigrement qui a été organisée par la HAC. Institutionnalisée parce que le PM l'OPM est dans ça. Les institutions sont dans ça. La haute autorité de la communication apporte la sauce. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut, ce pays-là a besoin de calme, de stabilité. Et on peut tout naturellement avoir des médias critiques et puis espérer avoir un pays en paix. Je ne crois pas, contrairement au Premier ministre Bahouri, que ce sont les médias qui ont provoqué la guerre en Côte d'Ivoire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et quand il prend l'exemple sur le Rwanda avec la radio Mille Collines, on l'a dit plusieurs fois, on va le redire encore. La radio Mille Collines, ce n'était pas une radio privée, c'était une radio du pouvoir. C'est parce que le pouvoir en place a voulu faire du tort à une communauté politique et une communauté ethnique qu'il a utilisé cette radio d'État pour provoquer ce qu'il y a eu au Rwanda et que tout le monde regrette. Ce n'est pas les médias privés qui le font. Donc, les médias privés sont au centre. Avec des médias d'État contrôlés exclusivement par le pouvoir qu'avec une pluralité d'opinions médiatiques. Les médias privés sont au cœur du processus démocratique au Sénégal. Tout le monde est d'accord avec. C'est les médias privés qui donnent les résultats des élections. Et puis après, généralement, c'est le candidat perdant qui appelle. Et c'est plusieurs années maintenant que les Sénégalais sont en train de faire cette expérience-là. Je ne crois pas que les médias soient un problème. C'est ceux qui n'aiment pas le pluralisme d'opinion qui sont un problème pour ce pays. Ça, il faut que les gens le retiennent. Et je crois que les patrons, mais également les associations vont comprendre. Les associations, moi, je leur dis une chose. Je sais qu'il y a certains qui, pour X, Y raison, estiment que bon, les médias qui sont touchés ont été trop privilégiés dans ce pays. Mais il faut que les gens ils le comprennent. Lamine n'a jamais été privilégié. Il s'est battu. Il s'est battu pour avoir la notoriété qu'il a. Il s'est battu pour construire son entreprise. Et je crois que c'est la même chose pour Bill avec Khalil. Ouais. On peut reprocher tout ce qu'on peut reprocher à Dioma et à Bill parce qu'il est aujourd'hui en détention, mais il a investi dans ce média-là. Absolument. C'est la même chose pour Fim. Il y a quelqu'un, un citoyen guinéen, qui a mis de l'argent. Ouais. Même si on disparaît, ça ne va pas faire de vous des grands médias forcément. Il faut que vous travailliez à grandir. C'est de cette façon que nous allons grandir ensemble. D'ailleurs, parce que le souhait aujourd'hui, c'est qu'on grandisse tous. Mais il ne Jacques, faut pas vouloir profiter des médias du malheur des gens pour se frayer un chemin. À ce niveau, j'aimerais dire comme ça, entre guillemets, certains des médias tolérés, malheureusement, qui sont connus dans notre corporation, tentent aujourd'hui de reprendre ce même jargon, ce même lexique-là des pouvoirs publics. On les voit sur les réseaux sociaux. Il y en a même qui disent qu'ils ont eu accès à la fameuse liste. Mais au lieu de venir les clamer sur les réseaux sociaux, ils ne vont pas les répéter dans leurs organes de presse. Alors, qu'est-ce que tout ceci suscite chez vous? Est-ce que finalement, on n'a pas l'impression que le CNRD, en réalité, zigouille la presse libre et indépendante et tolère celle qui est totalement acquise à sa cause? Parce que si l'on déduit, si l'on fait des déductions à partir des propos de M. Bahouri, de Mademoiselle Diané Djabi, de M. Ibrahima Tawel Kamara, et même du communiqué de monsieur, comment il s'appelle, le porte-parole du gouvernement, on a l'impression que le CNRD, désormais, ne veut s'accommoder qu'avec des médias qui sont tout acquis à sa cause et peut-être qui auraient accepté le fameux deal dénoncé par Diané. Je peux noter heureusement quelque chose pour l'instant. Je sais qu'il y a des sites web qui continuent à faire leur travail de manière totalement libre. J'ai lu beaucoup de sites qui respectent encore leur ligne éditoriale, qui continuent d'apprécier quand c'est appréciable, qui continuent de dénoncer quand c'est à dénoncer. Je n'ai pas besoin de les citer ici, mais ces sites web-là et leurs administrateurs pourront se reconnaître. Donc, ils continuent à faire leur travail correctement.
il y a, bon, je n'écoute pas beaucoup de radio, donc je ne pourrais pas juger les télévisions non plus. Mais je dis encore une fois, c'est ensemble que nous allons grandir. Il faut sortir de l'hypocrisie qui consiste à dire, bon, quand on convoque une réunion, on se met ensemble et puis derrière, on dit, non, mais ils ont quand même reçu de l'argent. Ah non, ils ont quand même reçu de l'argent. Alors que vous n'avez aucune preuve. Aucune. Parce que c'est simple. Si vous avez une preuve, vous vous mettez dans votre média, vous balancez. Et à ce moment, c'est fini. Mais si vous n'avez pas de preuves, je crois que c'est inutile et même irresponsable de continuer, quand on est journaliste, à entretenir la rumeur. Un journaliste n'entretient pas la rumeur. Il y met fin en investiguant, en trouvant des réponses adéquates et en le livrant, n'est-ce pas, à l'opinion. Je crois que c'est comme ça qu'on doit pouvoir se comporter. Alors, les gens pensent j'aimerais, avant de terminer, parce qu'on va donner la parole tout à l'heure à quelques internautes et on le leur a promis au début de ce live. Un mot très rapidement sur les menaces de plus en plus pesantes sur plusieurs chroniqueurs. Et je ne dirais pas tous, mais beaucoup de chroniqueurs m'ont personnellement interpellé. Certains ont fait des posts et j'échange régulièrement avec des membres du syndicat. Vous le savez, il y a quelques jours encore, Sékou Jamal Pendessa, lui aussi, subissait des pressions, mais absolument énormes. Au même moment, vous vous souvenez, depuis samedi dernier, Mamadou Saïdou Tall, du chargé de communication du Parlement citoyen, a disparu de la nature. Il a quitté chez lui. Il allait au siège du Parlement à Amdalaï. On ne l'a pas retrouvé alors qu'il projetait une manifestation justement en faveur de nos médias et où, auprès de Adafo Média et devant le siège de l'ARPT. Dans un tel climat, j'aimerais d'abord vous demander comment vivez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes senti obligé de changer d'habitude parce que vous pensez qu'il y a une menace particulière sur votre intégrité physique? Bon, moi je vais dire une chose simple. Vous savez, ce métier, quand vous le choisissez, vos aînés vous disent, vous avez choisi un métier qui a deux inconvénients. Ils vous donnent même pas, ils vous disent même, ils ne vous parlent pas davantage. Le premier inconvénient, c'est que c'est un métier de misère. Vous n'aurez pas d'argent. Et le deuxième inconvénient, on vous dit, c'est un métier à risque. Donc, il faut nécessairement comprendre cela que ce qui arrive devrait arriver. Il y en a qui ont vécu ça avant. Il y en a qui vont vivre ça à l'avenir. Après, bon, moi personnellement, c'est des gens qui appellent, qui disent, bon, faites profil bas, faites ceci, faites cela. Mais puisque nous sommes convaincus, comme je l'ai toujours dit, nous n'insultons personne, nous ne transgressons pas les lois de notre pays, nous n'appelons pas à la haine, nous ne troublons pas l'ordre public, nous ne faisons rien d'illégal. Ce que nous avons toujours été fait a été légal. La chose, c'est le pouvoir lui-même qui nous donne raison, parce que si ce que nous faisions était illégal, il allait nous poursuivre devant les juridictions et les juridictions allaient nous condamner. Mais il n'a pas opté pour ça, il a opté pour la force pour éteindre tout simplement nos médias. Moi, c'est tout simplement regrettable que les anciennes habitudes soient en train de revenir. Arrêter des gens au lieu de les convoquer, enlever, pardon, au lieu de les convoquer. Je sais qu'on rôde autour des domiciles des journalistes. Je sais qu'on suit certains dans la circulation. Personnellement, je n'ai jamais eu peur parce que je me dis que, bon, à quoi bon d'avoir peur? Les gens, ils te connaissent. Jacques a perdu la connexion. Est-ce qu'il n'a pas reçu un appel? Tamba, toi, tu me reçois? Oui, en effet, j'écoutais. Alors, est-ce que tu peux... Oui, mais ton micro, active. De revenir. Jacques, tu nous reçois? Active ton micro, Jacques. Jacques, ton micro n'est plus actif. Bon, alors, si tu nous entends, je vais basculer vers Tamba. Tu peux sortir de live et revenir et réactiver ton micro. Tamba, la même question pour toi. Est-ce que tu te sens aujourd'hui obligé de changer parfois d'habitude
Est-ce que toi aussi, tu ressens cette pression? Oui, Jacques, je reviens vers toi tout à l'heure. Alors, Thomas, je te demandais, est-ce que toi aussi, tu ressens cette pression? Est-ce que ces menaces-là, tu en as entendu parler ou toi-même, tu en as fait l'objet de ces menaces à la fois psychologiques, mais aussi physiques? Moi, la première, c'est au lendemain du retrait des agréments. Vous avez suivi un des plus brefs appels que j'ai eu de ma vie. Je décroche et on me dit, où que tu sois, ne passe pas les 30 prochaines minutes là-bas, va-t'en et évite les espaces publics. Et la personne a coupé. C'est très, très bref. Bon, là où j'étais, je n'avais plus assez. Je suis parti. Derrière, c'est tout comme Jacques, beaucoup d'appels, d'alertes. Faites attention. Il y a un qui dit fais-toi oublier. J'ai telle info. Mais il y en a tellement qu'à la fin, tu finis par te perdre. Même au moment où on ouvrait le live, j'ai reçu un message comme ça. La personne m'a envoyé le message pour dire fais attention là où tu es, tu pourrais te faire ci. Et directement, et la personne a appelé. Mais j'étais déjà sur le live, donc je n'ai pas décroché. Je parlerai avec elle tout à l'heure. Le risque zéro autour de nous, ce serait illusoire de penser qu'on est totalement en sécurité. Beaucoup de liberté, ils ne s'encombrent de rien. Ce qu'ils ont envie de faire, ils le font. Alors, qui enlève qui? Est-ce qu'il y a une unité particulière qui le fait? Mais je ne peux pas continuer à avoir les mêmes habitudes qu'avant. Je suis obligé d'avoir quelques réflexes désormais. Par exemple, si avant je pouvais sortir à 1h, à 2h pour aller à la rencontre d'un informateur, aujourd'hui je ne peux plus le faire. Je ne me le permettrai pas. Ce serait quand même, avec toute la confiance, ce serait trop risqué. Puisque si l'État a dans son viseur, il est quand même capable de faire pas mal de choses. Donc, je développe de nouveaux réflexes qui font que je deviens plus prudent, beaucoup plus regardant. J'utilise, même en avançant, j'utilise un peu plus aujourd'hui mon rétroviseur. Donc, vous voyez bien ce qu'il en est. Et malheureusement, il y a des malheureux, même sur la toile, je vois un Bengali soirée qui dit arrête de mentir. C'est malheureusement ça, le Guinéen, quoi. C'est comme ça que nous sommes. Et on pense qu'on a besoin de s'inventer une histoire, une vie pour exister. Parfois, c'est tellement pénible que tu as envie de répondre. Mais ce type de réaction, c'est tellement bas, c'est tellement souterrain que tu te dis, ça va, avançons. À quoi bon, quoi? Finalement, à quoi bon? On vous parle de choses sérieuses, on parle de choses sérieuses et il y a des amuseurs de galeries qui viennent et qui lâchent ce type de miasme à l'intérieur d'un live. C'est embêtant, c'est pénible. Donc, Mara, pour clore, tu ne passes plus. Malheureusement, ça fait beaucoup de... Je crois qu'il faut qu'il redémarre encore. Aïe, d'accord. Donc, après moi, c'est ça? Non, je crois qu'il sera obligé de... À moi? Oui, toi, tu continues. Après, lui, il va conclure en texto. C'est ça. Comme toi hier. Voilà. On va conclure pour toi, Mara, verbalement, mais toi, tu vas le faire par texto. Donc, vous voyez, c'est très embêtant. Tu n'as pas envie de répondre comme je le fais souvent, mais parfois, c'en est de trop, que des gens disent, que des gens rient autour de ça. Alors que c'est réel, les menaces sont réelles, les risques
de se faire en prendre une, se faire prendre une, c'est réel. Mais c'est bon, je crois que je vais m'arrêter là pour pas en dire plus. Et moi, j'encourage tout le monde hein, à garder, j'ai envie de dire, à être prudent, à être responsable et à chacun quoi, à prendre soin de soi, puisqu'il y a pas mal d'enjeux. Quand une commissaire de la HAC vous dit clairement qu'ils sont prêts à tout, y compris à égorger, elle parle au nom de la HAC. Je pense que arriver à ce niveau, prenez-le très au sérieux. Voilà, je pense que c'est mon dernier mot. Et voilà, Jacques, je pense que ça va être toi, Mara n'arrive pas à parler. Je crois qu'il essaye de prendre quelqu'un. J'ai vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que quelqu'un se retire, c'est ça? Ou bien on peut avoir. Ok, d'accord, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais tu peux prendre hein, des gens qui voudraient bien participer au live. Et en attendant, je dis tout simplement bon courage à tout le monde. En tout cas, à nos collègues qui sont en train de vivre des moments pénibles, difficiles. Mais comme beaucoup nous le disent d'ici et d'ailleurs, ceci passera aussi. Ceci passera aussi. C'est une question de temps. Il y en a qui ont connu pire. Après, ça va se passer. Je pense tout simplement que et les institutions, la HAC, je peux quand même continuer à l'interpeller. Je pense que la HAC va, au fur et à mesure, prendre conscience et puis jouer son rôle pour que les médias soient rétablis. Si on a des choses à reprocher aux médias, qu'on le fasse clairement et que cela puisse se régler, si c'est devant les tribunaux, si c'est de manière administrative que ça peut se passer, que cela se passe, pour que, évidemment, les emplois soient sauvés. Il ne faut pas que les gens ils voient seulement ce qui les dérange. Il faut qu'ils voient les difficultés que certains journalistes rencontrent. Parce que y a quelques-uns qui ne seront jamais atteints par ça. Il faut que les gens ils le comprennent. Il y a quelques-uns qui sont dans ces médias qui ne seront pas atteints. De la même manière qu'un jeune reporter qui n'a que ça, ou un technicien qui n'a que ça comme activité. C'est là-bas je suis d'accord avec Djené. Les techniciens, évidemment, qui, pour certains, n'ont que ça, mais il y a aussi des techniciens qui peuvent trouver des points de chute. Mais je ne crois pas que tout ceci soit normal, parce que si on accepte ça aujourd'hui, c'est sûr que dans les mois à venir, d'autres seront aussi atteints, ou peut-être que des institutions politiques, je veux parler des partis politiques, pourraient être aussi atteints, et on n'aura plus d'autre choix que de soit d'accepter le fait accompli comme on était sur le point de l'accepter avant le 5 septembre 2021, ou alors que quelque chose de grave que je ne souhaite pas pour notre pays se fasse, ce qui serait dommage tout simplement pour le pays, mais même pour tout le monde. Et au Premier ministre, de comprendre que c'est vrai, il a opté pour une telle position aujourd'hui, mais il faut qu'il comprenne qu'il est en train de, si vous voulez, de détruire tout ce qu'il a construit, qu'il a participé à construire avec d'autres. Parce que le combat pour la liberté, il était là, il a pris la parole, il a dit il faut qu'on aille vers la liberté. Dire on veut une presse, c'est pas moi comme il a dit, comment il a dit ça, une presse intelligente, une presse innovante. Je crois que la presse innovante, c'est nous, hein, c'est nous qui avons innové. Hein? La presse, c'est telle que vous l'aviez dans les années 90. Je sais que vous-même, vous n'aimiez pas. Vous n'aimiez pas, c'est pourquoi vous avez participé au combat qui a abouti à la libéralisation des ondes. Et nous avons innové. Aujourd'hui, tout le monde a innové. Une presse innovante, c'est cette presse qui est aujourd'hui disponible pour tout le monde. Il y a des radios classiques, il y a des télévisions classiques,
Mais il y a le digital qui s'est donné suffisamment de la place aujourd'hui et qui fait que, évidemment, nos médias guinéens sont respectés et n'ont rien à envier aux médias de la sous-région. Nous avons des forums avec nos confrères du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, et puis on en parle. Ils ont du respect pour ce que nous faisons, tout comme nous avons du respect pour ce qu'ils font. C'est parce que tout simplement, nous sommes au même diapason. Nous ne sommes pas dans le noir total. Et ceci, sans moyen. Sans moyen véritable. Parce que quelqu'un comme Lamine Guirassy, il ne se bat seul. Il ne se bat pas avec les moyens de l'État. Voilà, il se bat seul pour se construire et pour construire ce qu'il a pu construire aujourd'hui. J'ai dit donc que la presse innovante, c'est nous. Maintenant, une presse intelligente, j'ai envie de dire aussi que c'est nous. On a quelqu'un. Monsieur, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous. Alors, Monsieur Mara, votre micro est coupé là, je ne sais pas si vous êtes devenu un bobo. Il doit avoir un souci, mais vous pouvez parler, on vous entend. Vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Mais vous me connaissez déjà, Jacques me connaît. Oui, c'est vrai. Zachary me connaît très bien, c'est Mahmoud Silla. Et évidemment, nous étions dans un des Si lives. vous vous rappelez, la dernière fois, Tamba, je vous ai posé la question, si vous vous rappelez, j'ai dit, est-ce que dans cette histoire de fermer, de retirer vos fréquences là et de retirer vos agréments là, est-ce qu'il n'y a pas une histoire de complot dans cette histoire? Vous m'avez dit que peut-être que je prends quelque chose moi aussi. J'ai vu la publication de M. Zachary, dont il se disait qu'il est vraiment fier de cette femme. Il pense même offrir un bouquet de fleurs à cette dame qui a fait cette déclaration et qui prouve réellement que les médias n'ont pas été fermés parce que tout simplement, ils ont violé. Il ne faut pas me créer des problèmes. Ce n'est pas un bouquet de fleurs. Hein. Je dis un panier de fruits. Ma femme est en train d'écouter là. Elle va voir quelle fleur dans ça. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, donc, que ça prouve à suffisance que les médias n'ont pas été fermés à cause, parce qu'ils n'ont pas respecté le cahier de charge, et parce qu'ils n'ont pas tenu des propos contre les dirigeants. Mais merci beaucoup. Vous reconnaissez quand même que cette dame, elle vous arrange quelque part. Mais quand elle va dire que les patrons de presse ont reçu de l'argent, ont vendu les autres journalistes innocents, les autres chroniqueurs innocents. Je ne sais pas si vous maîtrisez la notion de la diversion en politique. C'est ce qui se passe. Il se peut que, je n'affirme pas, hein, il se peut que vous êtes innocent, vous ne comprenez rien. Vous n'avez pas été associé dans cette affaire. Que vous êtes piégé comme tout le monde. Vous avez été vendu sans que vous ne vous rendez compte. Mais ne prenez pas à la légère. Si cette dame, sa déclaration vous arrange, prouve que ce qu'on a écrit sur vous, que c'est faux, donc prenez en considération aussi le fait qu'elle dit que ces gens-là ont été payés jusqu'à ce qu'elle a osé dire le nom du conseiller de Mamadi Doumbouya, d'un de vous, vos collègues, Moussa Moïse, qui connaît le secret, qui se trouve au cœur même de la vie journalistique en République de Guinée. C'est extrêmement important. Elle le dit publiquement. Mais avant elle, Baouri est sorti dire devant tous les Guinéens que Mamadi Doumbouya n'est pas content de certains patrons de la presse, qu'ils ont pris de l'argent, qu'il a aidé, ils ont tenu des promesses qu'ils n'ont pas respectées. C'est cela qu'ils ont passé à l'acte. Donc, ne disons pas 100% ce que la femme a dit concernant l'argent payé, que c'est faux, mais vous la donnez la crédibilité d'une part, qu'elle est en train de prouver que réellement, que vous êtes, ce qu'on vous reproche que ce n'est pas vrai. Si elle a le crédit à ce niveau, nous devons aussi l'accorder le crédit à d'autres niveaux
quand elle dit que les gens ont été payés, les listes, les gens venaient signer quand ils prennent de l'argent. Cherchez à comprendre. Il ne suffit pas seulement de faire une déclaration, de porter plainte par les patrons des médias ou la HAC, la décision. Nous savons comment les choses fonctionnent. Le cas de Cancan, la HAC a fait une déclaration, a brandi un communiqué. Vous avez vu à la suite ce qui s'est passé avec l'imam Solo. Est-ce que je me fais comprendre? Donc faisons beaucoup attention. Essayons de faire le récapitulatif de la situation. Et un point qui est important, le retour de film. Film avait un petit souci, tout le monde travaillait